désormais la bienvenue à Seiji Game et Delcoop, qui sont les créateurs de Kubo 3, un jeu NES. Donc bienvenue. Donc d'abord c'était un projet, un simple projet d'été, et maintenant c'est devenu une vraie belle aventure parce que comme on le voit ici, le jeu est quand même a été aussi fait en copie physique. Donc nous allons découvrir un petit peu ensemble ce qu'ils font et le jeu et jusqu'où ça a été. Donc tout d'abord, comme l'a dit Océane auparavant, ils sont déjà venus la dernière fois, en septembre, lors de NGX eSport Tour 1. Donc comment ça va depuis septembre? Ça va très bien. Ouais, ça va bien, on est content d'être là. Vous en avez gardé un bon souvenir, ça a été? Vous avez eu un bon stand aussi, hein? Oui, très bien, oui, on a eu beaucoup de personnes intéressées et curieux qui sont venus nous voir. Ouais. Est-ce que vous pouvez du coup, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont en train de venir aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, quel est le principe de SG Game? C'est... Parle un peu plus fort. C'est quelqu'un, SG Game, et c'est moi. Parce que c'est Seiji du coup ton prénom, Ouais, c'est c'est ça? Seiji. Voilà, donc c'est tes initiales. C'est ça, SG Game, c'est Seiji en fait, c'est le nom qu'il a pris pour faire ses jeux vidéo. D'accord. Et en fait, donc on crée des jeux vidéo pour la NES, oui. Et comment ça a commencé? Comment ça t'est venu à l'idée finalement de faire des jeunesses? Parce que t'as quel âge déjà là maintenant, ou t'avais commencé à quel âge? J'avais commencé à 5 ans et j'avais fabriqué Cubo 1 et après Cubo 2 et après Cubo 3 et là j'ai 8 ans. D'accord, donc t'as quand même commencé à 5 ans, c'est super jeune. Qu'est-ce qui t'a donné envie? J'avais envie de fabriquer des jeux vidéo avant, et sauf que je savais pas comment on fallait faire. Et mon papa il m'avait dit qu'il savait faire des jeux vidéo. D'accord, donc c'est juste le principe qui t'a donné, est-ce que Oui, tu voilà. voyais ton père aussi en C'est faire ça, ou, il m'a vu en faire, parce que j'ai commencé à m'y intéresser à la fabrication la création de jeux vidéo, en fait, ce qu'on appelle des jeux indépendants, la scène homebrew pour la NES. Et il a commencé à regarder quand j'ai commencé à m'y mettre, et puis au fur et à mesure, il a voulu faire lui aussi son propre jeu vidéo. Donc on a commencé à faire des petites sessions, des petits ateliers ensemble, voilà, pour débuter, pour un peu occuper les vacances ou voilà les jours pluvieux, le week-end, et puis au fil du temps, voilà, petit à petit, on a commencé à faire des projets un peu plus gros jusqu'à voilà, sortir vraiment un jeu. Voilà, c'est ce qu'il a voulu faire, et on a continué là-dessus. Et comment en fait vous avez les idées au début, parce que on reprend depuis le début, parce que ça aboutit à ça, mais il y a quand même l'histoire, comme ça devient comme ça, t'as juste l'idée ou c'est au fur et à mesure que ça se construit? C'est au fur et à mesure parce que Ouais, c'est des idées qu'il a au départ dans sa tête, mais il est inspiré par plein de choses, par exemple. Par exemple, Cubo, au début j'avais envie de fabriquer un cow-boy, mais sauf que il n'y avait pas de beige en couleur, donc j'ai décidé de colorier la peau en vert. D'accord, donc en fait c'est à la fois ton esprit artistique, mais en plus avec les petites contraintes, mais ça reste du coup sur le thème. Ouais, voilà, au départ c'était D'accord. un cow-boy, mais en fait c'est devenu une tortue cow-boy au fur et à mesure de l'affinement de ses dessins. Bah, techniquement ça reste un cow-boy, Oui. donc ça correspond. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Kubo? Pourquoi ce titre? Je me suis posé la question. Déjà, on a choisi Cubo pour le cube parce que c'est plus en pixel art qu'il est fait. Et j'ai mis O parce que c'est une tortue. Les tortues, ça vient dans la mer. Dans l'eau, ça vit dans l'eau. Oui, ça D'accord. vient. Ouais. Mais ça rend super bien, j'aurais pas cru. Donc au moins on sait ce que ça veut dire Kubo. Du coup c'est le numéro 3. Il y en a eu le premier, le deuxième. Est-ce que c'était toujours ce personnage que tu as eu, ou est-ce qu'il a un petit peu évolué quand même pour finalement arriver à celui qu'on connaît maintenant? Non. Pas. Si, il y a eu d'abord, comme je le disais tout à l'heure, on a commencé à apprendre, à faire des petits ateliers, donc c'était vraiment quelques heures par-ci par-là. Et c'est là où il a commencé à faire ce personnage qui s'appelle Cubo. Oui. Et il l'a dessiné, donc on a fait ce qu'il appelle le Cubo 1, qui est un tout petit jeu, quelques écrans, un niveau. Et on a réitéré ça l'été suivant, où il a créé Cubo 2. Alors, il avait commencé, c'était d'abord un prototype pour une compétition de création de jeux vidéo.
Et ensuite, donc, il en a fait un vrai jeu, enfin, un petit jeu qui s'appelle Cubo 2, qui est donc la suite de Cubo 1, qui est techniquement un peu différent, parce que Cubo 1 était un jeu vu de dessus, et Cubo 2 est plutôt un jeu vu sur le côté, un jeu de plateforme. Alors voilà, ça lui permettait de voir des modules différents en termes de création de jeux vidéo. Et jusqu'à arriver donc à Cubo 3, qui en fait qui cumule un peu tout ça, qui est un jeu qui est à la fois un jeu de plateforme et un jeu d'aventure. D'accord. Et là, il a pu créer donc beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus donc des boss et un boss final. D'accord, donc c'est vraiment l'évolution des voilà, projets. Petit à petit. Et au début, du coup, vous prenez du temps pour le faire, mais ça doit prendre quand même un petit peu de temps, j'imagine. C'est pas trop compliqué de jongler un petit peu les deux? Ou c'est juste un hobby, du coup, de toute façon, tu vois pas le temps passer? Ça prend 2 heures pour un jour et pour Cubo 3 par exemple. Pour Cubo 3 par exemple, si on commence du début jusqu'à la fin à faire tout le jeu, ça va prendre environ 1 an, mais moins qu'1 an si c'est vraiment exact, parce qu'on fait seulement 2 heures dans un petit peu de week-end et dans les vacances aussi. D'accord, donc c'est quand tu avais le temps. C'est ça, c'était une activité parmi d'autres activités qu'il pratique. C'était une des activités créatives qu'on a fait ensemble, lui et moi. Du coup, vous le faites ensemble, c'est bien ça? Ouais, voilà. Généralement, on fait ça dans une session de création. Donc on se dit aujourd'hui, cet après-midi, on va faire une création de jeux vidéo. Donc on travaille ensemble. Il travaille sur ses dessins, sur ses idées. Moi, après on passe sur l'ordinateur et on essaye il essaie de créer ça et moi je l'aide techniquement, pour lui dire comment il peut faire ça et telle façon de créer son personnage, régler 2-3 choses techniques qui sont un peu compliquées pour lui. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Voilà, moi je maîtrise le logiciel, donc ça permet en fait, je lui apprends à utiliser le logiciel petit à petit au fur et à mesure de nos sessions, pour qu'à la fin il puisse être de plus en plus autonome sur cette partie-là. D'accord, donc en fait tu es le directeur artistique. Et est-ce que ça a changé quelque chose un peu dans votre relation, parce que c'est quand même beaucoup de temps passé ensemble. Ça doit être sympa quand même de faire cette activité en famille avec son père. Est-ce que du coup, qu'est-ce que ça a changé chez vous pour la famille, ce genre de choses? On passe déjà un peu plus de temps à travailler ensemble, ce qu'on faisait pas forcément avant, puisqu'il avait des activités beaucoup avec sa maman. Nous, on faisait surtout du jeu, et donc là, ça nous permet de travailler ensemble sur les activités. Donc, comme on disait, on fait ça surtout sur du temps qui est pas alloué à autre chose. Donc, c'est sur les jours pluvieux, ou les week-ends où il s'ennuie, ou pendant les vacances quand il y a des temps morts. Donc, c'est vraiment donc évidemment, ça prend un peu de place à la maison, puisque c'est du travail et sa maman est elle soutient son travail, donc ça va, elle comprend et elle aime bien que c'est du travail dessus, puisque ça reste du travail quand même. Et donc voilà, ça a changé en ça. L'autre chose également, c'est que du coup, on est invité à des événements, à des salons, des expositions de jeux vidéo. Là, voilà, ça occupe un peu plus sur des week-ends, donc on est obligé de réserver. Généralement, la maman, elle l'accompagne, donc elle vient sur le plateau, d'ailleurs, elle est par là. Donc, ça change notre vie de famille dans ce sens-là. C'est que maintenant, on fait cette activité ensemble, parmi d'autres activités qu'il peut avoir. D'accord. Et du coup, vous parlez des salons. Le jeu est disponible sur ce genre de salon, ou vous faites que sur des copies physiques, ou vous avez également un peu téléchargeable, ce genre de choses? Alors, les jeux, ils sont téléchargeables. La plupart des jeux, dès qu'ils les créent, que ce soit des petits jeux, des démos ou des protos, ils sont disponibles sur Internet. Il y a des liens sur son site. Et sur les salons, les événements, effectivement, on emmène généralement des copies physiques des jeux qu'on a. Donc actuellement, c'est Cubo 3 qu'on a en physique. Donc on les emmène sur les événements, sur les salons. Ça permet aux gens qui sont intéressés de repartir avec une copie. Et si on n'en a pas en physique, à ce moment-là, on les redirige vers les sites Internet, parce que on n'a pas beaucoup de copies physiques non plus, puisqu'on les fait. Ceux qui sont en boîte, les versions en boîte comme celle-là, c'est des séries où c'est une édition qu'on a. Celle-là, on avait à 150 exemplaires, elles sont quasiment toutes vendues, il nous en reste plus, sauf nos copies privées là qu'on garde pour certains événements.
Mais une fois qu'il y en a plus, on en a plus. Vraiment après, les copies physiques, ce sera sur les prochains jeux ou les prochains projets. En parlant de prochains projets, est-ce que vous en avez là en cours en ce moment, des idées? Ça commence à prendre forme? Oui. Vas-y, Saji. Déjà, on a un autre projet qu'on va faire plus tard, ce sera Cubo 4. La suite? Et sinon, là, on est en train de faire Cubo 3 en Famicom japonais. La version d'accord. japonaise, ouais, pour le marché japonais. Donc ça bouge beaucoup, ça va à l'étranger aussi, c'est quand Ça même. va à l'étranger, oui, il a beaucoup de fans, enfin Cubo a beaucoup de fans un peu partout dans le monde et on a beaucoup de demandes d'un peu partout en fait. Donc là, alors CJ étant franco-japonais, enfin naturellement, on a voulu absolument déjà préparer, on avait voulu faire une copie, une version japonaise qu'il pourra envoyer à ses grands-parents. Et du coup, comme on a d'autres personnes intéressées au Japon, voilà, on voudrait sortir donc une édition japonaise. Alors il n'y aura pas énormément d'exemplaires, mais ça permettra de se faire un peu connaître là-bas. Donc ça a quand même du succès parce que moi personnellement je savais pas que ça existait avant de vous rencontrer, le fait qu'il y a encore des jeux sur ce support qui sortent. Donc et comme vous l'avez dit, il y a eu environ une centaine de copies physiques qui ont été vendues, donc il y a quand même un public. Et est-ce que du coup vous le ressentez ça, ou c'est vraiment un marché de niche ça vous permet de rencontrer des gens par rapport à ça, vous a même le Japon par exemple, vous y attendiez avant de commencer ce projet? En fait, oui, il existe un marché de niche qui s'appelle qui est la scène Homebrew. Donc, c'est des jeux vidéo créés par des passionnés, par des fans de ces anciennes consoles. Donc, c'est des jeux qui sont faits récemment pour ces vieilles consoles. Donc, c'est une niche dans le sens où c'est pas très connu du grand public. Mais pourtant, il y a beaucoup de jeux qui sortent encore chaque année. Il y a environ 2 ou 3 jeux, on va dire. 2 ou 3 gros jeux qui sortent chaque année sur chaque console, hein, sur la NES en l'occurrence, puisque nous on est beaucoup sur la NES. Et donc oui, ça nous a permis déjà de rencontrer un peu toutes ces personnes, parce que c'est une communauté, la communauté Homebrew, de découvrir tous ces jeux qui sont encore créés, et dont certains qui sont aussi bien, voire même mieux que les jeux de l'époque. Donc il y a beaucoup de qualité dans les jeux Homebrew. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer les gens, et de discuter avec les développeurs, les créateurs, s'échanger des idées, et des choses comme ça. Donc nous, ça nous a un peu surpris dans le sens où à l'époque où on a commencé à sortir Cubo 3, on voulait surtout le distribuer autour de nous, donc la famille et les amis. Et au fur et à mesure, il y a eu des gens de plus en plus intéressés, comme on a commencé à partager sur les réseaux sociaux. On a eu des journalistes qui nous ont contactés pour faire des articles et puis un passage télé aux informations. Et suite à ça, on a eu énormément de demandes et voilà, ça nous a pris un peu de cours parce qu'on n'avait pas prévu de faire une édition physique en grande quantité, plus que les 50 copies qu'on avait préparées au départ. Donc on en a ressorti et ça prend beaucoup de temps. Donc, mais bon, on est très content et ça nous permet effectivement d'échanger avec beaucoup de personnes différentes et du coup de rencontrer des gens donc, sur les salons, sur différents voyages. On est allé récemment aux États-Unis justement pour rencontrer le créateur du logiciel qu'on utilise pour faire nos jeux vidéo, qui s'appelle NESmaker. Mais voilà, c'est beaucoup de... Et alors, c'était bien? Oui, c'était super bien. On a joué aux jeux vidéo aussi. Ah, vous avez joué ensemble? Vous avez joué à quoi? Alors, des choses qu'on peut pas forcément dire. On a joué à leurs jeux qui sont pas encore sortis et on n'a pas forcément le droit d'en parler beaucoup. Pas de spoiler. On a effectivement joué à nos jeux également ensemble. On a joué à beaucoup de jeux. On a visité le studio NESmaker. On a échangé avec beaucoup de créateurs. Il y avait aussi d'autres créateurs de jeux vidéo indépendants aussi également là-bas sur place. On a rencontré beaucoup de gens. Ouais, c'était un beau voyage. Donc ça, c'est un aspect sympa. Oui, voilà. Ouais. C'est ce qui est intéressant, c'est de rencontrer les gens, d'échanger, de discuter. Et, ça, c'est ce qu'on aime avec CJ aussi. Hein. Du coup, qu'est-ce qui vous a le plus plu justement dans la création? Parce que je pense que vous continuez à la fois parce que c'est aussi parce que c'est par passion. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus apporté en créant des jeux? Moi, je pense que c'est de fabriquer des écrans de niveau parce que en vrai, mon père il me laisse faire tous les écrans et après il me corrige qu'est-ce que je dois pas faire et qu'est-ce qui est trop difficile ou trop facile.
Voilà. Donc c'est la liberté en fait, ça t'a permis vraiment d'être créative, c'est ça? Oui, exactement. Exactement, ouais. Ça lui permet de créer son jeu vidéo complètement. Au lieu juste de jouer aux jeux vidéo qu'il achète, là, il peut le faire entièrement comme il le veut, le créer de base, en fait, à partir de ses dessins d'origine jusqu'à... là, il dessine en pixel art, après il crée ses petits objets, et comme il a dit, après, il design tous ses écrans et son petit monde et ses aventures. Et tu penses vouloir faire ça après, en continuer, ou peut-être c'est juste rester un hobby sur le long terme, ou tu sais pas, c'est possible aussi. Hein, Je sais pas. ouais. Donc là, t'en profites à fond et puis tu verras bien avec le temps parce que au pire, on n'est pas besoin de savoir, on change tout le temps, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous dites de là, faire une petite démo peut-être pour voir. On va vous montrer. On parle de Kubo, mais ça va permettre aussi du coup aux personnes qui nous regardent de savoir à quoi ça ressemble et puis aussi votre processus de création. Ouais, on va vous Donc montrer. je vais vous laisser les manettes. Bon, je continuerai à poser des questions du coup pendant ce que vous faites, pendant que vous décrivez également. Et puis, D'accord, on va passer sur l'ordinateur. Cégine, tu vas nous manipuler un peu. Vas-y, viens. Oui, Sans bouger. Vas-y, assis-toi. Voilà, très bien. Donc là, vous prévenez, donc c'est le logiciel qui s'appelle NESmaker. Donc c'est un logiciel de création de jeux NES assez simplifié, on va dire. C'est pour les débutants, on va dire. Même si en creusant, on peut aller beaucoup plus loin. Mais voilà, c'est un logiciel qui permet à la fois de faire des choses simples et si on commence à devenir un peu plus d'expérience ou qu'on est développeur, on peut aller carrément créer ses propres scripts et carrément refaire le moteur et tout modifier. Donc là, Cégie va montrer un peu, vas-y, je te laisse faire. Oui. Expliquer. Papa, c'est bizarre là. Bah non, c'est plus parce que l'écran il est tiré, ça change rien. Regarde. Ah bah, déjà on peut aller sur Pixel Editor pour dessiner tout ce qu'il faut. Donc là on a dessiné le personnage. Ouais, là tu dessines tes personnages. Et là c'est En des plus. cubes Ouais. pour Tes écrans. les Ouais. écrans. Et là c'est un monstre. Donc là tu dessines tout Là c'est un... avec l'éditeur Pixel qui est une sorte de paint où tu peux choisir tes couleurs, le pinceau, des rectangles. Enfin, on dessine à la paint. On peut prendre le stylo ici et puis on peut dessiner directement, voilà, des choses à l'intérieur des. Alors, on peut faire ce qu'on veut. On dessine et ensuite on montre ensuite qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, après, si on doit aussi savoir où est-ce qu'on doit placer notre monstre, parce que on a des cubes qui... Montre la création d'un monstre plutôt. Montre juste où, quand on crée un monstre. Quand on crée un monstre, par Voilà. exemple ce monstre-là, et en vrai, on a plusieurs cubes pour faire ce monstre. Après, faut pas avoir trop de cubes, parce que... On est limité, on a des limitations en S aussi bien sur la taille des, on va dire des graphismes qu'on peut utiliser et la place dans le jeu au final. Donc on doit être assez limité, on doit réutiliser souvent les mêmes graphismes. comme pour les couleurs, du coup, comme vous l'avez dit, vous avez Ouais, été tout à un l'heure. peu, On est limité sur les couleurs également, ouais, c'est ce qu'on voit sur les Et photos. aussi, faut dessiner plusieurs fois le monstre ou le personnage, parce que après le personnage il va pas bouger tout le temps. Et il va aussi faire une animation pour qu'il bouge. Ouais. Et vous la créez l'animation ou Voilà. Oui, on l'a créé, on dessine toutes les images. Ouais, il les En dessine fait, autant de fois qu'il a besoin pour faire l'animation, donc une jambe à droite, une jambe à gauche, et après on peut créer plusieurs frames d'animation pour le personnage et lui affecter, par exemple, à marcher à droite, marcher à gauche, sauter. Voilà, chaque animation, chaque frame pour les animations, chaque animation pour chaque action. ça doit vous prendre quand même un peu de temps pour faire parce que c'est Oui, pas des au images, début c'est assez long. Oui. Dès qu'on crée un nouveau personnage, dès qu'il crée un nouveau personnage ou un nouveau monstre, ça prend un peu de temps. Et puis après voilà, après c'est la partie assemblage, c'est un peu comme des Lego après. Et c'est pareil pour le personnage aussi. Parce que là, on le fait Ouais. un petit peu bouger. Et après tu peux l'utiliser, montre sur Et les après, écrans on après. peut l'utiliser sur Alors ici, Overworld. attends, ouais, ici c'est l'Overworld, c'est là où on a tous les écrans disponibles dans le jeu. Alors on en a 256 ici, on en a encore 256 voilà, ici dans l'autre banque. Et donc il peut partir de n'importe quel écran et commencer à construire son monde.
Donc Vas-y. un écran, c'est un monde qu'on suit, c'est le personnage. C'est un écran à l'écran, ouais, c'est ce qu'il va offrir ici. C'est par exemple, si on commence ici, voilà, le personnage il commencera dans cet écran. Et donc ici, on a les Vas-y. cubes qu'on peut placer. Vas-y, montre Donc, comment faire. Par exemple, ici, on peut mettre un sol, de la terre. Donc ça, vous l'aviez déjà créé au préalable, c'est bien ça. Ça, voilà, oui, c'est c'est des ça. blocs qu'il a créés Donc, pour l'événement, voilà, qu'il a créé ici, voilà, qu'il Ici. avait dessiné ici. donc c'est- là, c'est un petit peu allongé. hein. Oui, mais c'est pas grave. C'est Allez, montre normal. l'écran maintenant. Fabrique ton écran. Donc ici, Ouais. on peut faire des petits obstacles, des plateformes aussi. Et on peut même mettre des petits graphiques comme des nuages pour Par faire exemple, ouais. de la Donc l'idée, c'est décoration. qu'il dessine avant en fait les éléments qu'il aura besoin. Il y pense, il y réfléchit. Après, il crée ses écrans. Alors après, s'il lui manque quelque chose, il pourra toujours recréer. Et du là- coup, il y pense à chaque écran. Oui, voilà. À il chaque les fois qu'il dessine, chaque fois qu'il fait il d'accord. commence par faire un ou deux graphismes, un ou deux éléments. Après, il commence à les assembler et à les utiliser. Et Et après, on peut attends, ouais, tester, voilà. Et après, tester il peut le les jeu. Voilà, après, il l'utilise pour créer ses écrans. Et, voilà, donc là, il a compilé le jeu en appuyant sur un bouton. Ça crée ce qu'on appelle le fichier ROM, le fichier on peut NES voir qui est que utilisable ça directement dans l'émulateur. Et voilà, là, il a montré que ça fonctionne. Et ça, c'est sans code, du coup. Pas besoin Là, pour de savoir, l'instant, voilà, il a tout travaillé, tout fait sans code. Et par contre, Fais un autre écran, par exemple. il faut aussi aller à un endroit spécial pour savoir comment contrôler la manette. Ouais, mais ça, on n'aura pas le temps de montrer pour l'instant. Fais un autre écran, CJ. Par exemple, là, on va faire ça. Sauf que Voilà, donc il fait ses écrans voilà, un par un. Donc au fur et à mesure qu'il a ses idées, alors soit il le fait directement comme ça quand il est inspiré, soit il commence par les dessiner sur des feuilles, sur du papier, et après il les reproduit dans le logiciel. Est-ce que vous pouvez changer l'ordre? Parce que là, on voyait les différentes cases. Est-ce que vous dites, ah, des fois, cet écran, il n'est pas au bon endroit, et vous pouvez le Oui, déplacer? on peut tout modifier après. On peut déplacer soit les blocs, soit les écrans. Vas-y, avance un petit peu. Un peu plus par loin. contre, là, j'aimerais bien avoir un piège juste ici. Là, j'aimerais Ah oui. surtout des pics. Sauf que j'en ai pas ici. Donc, je vais dans A7 pour fabriquer mon... Voilà, là, il se rend compte qu'il lui manque un bloc. Et donc, en vrai, Bon. je l'ai déjà dessiné. Donc là, il va juste réutiliser un des dessins qu'il avait fait. Mets une couleur à ton bloc, parce que sinon ils seront tous gris, tes objets. Ouais, voilà, par exemple. Et là, on met Heart pour Ah oui. qu'on Donc ça, touche. là, il est en train d'indiquer le type de collision de ce bloc. Parce que par défaut, on peut créer des blocs d'une dizaine de collisions. Soit des solides, soit des blocs pour télétransporter, soit des blocs... voilà, celui-là, par exemple, dès qu'on le touche, on meurt. D'accord. Donc, je l'ai appelé pic. Vas-y, enregistre et vas-y, montre rapidement. Et, on va Et mettre... comment on le indique pic. justement que si on le touche, ça nous tue? Ben ça vient avec le logiciel. Donc D'accord. justement, c'est un certain nombre de propriétés sur chacun des éléments, chacun des blocs. Vas-y, non, joue le jeu. C'est ici. Montre le jeu. Et voilà. Donc il a certaines propriétés qui viennent avec le logiciel par défaut, en fonction des modules. Donc là, c'est un module de plateforme qu'il utilise pour l'exemple ici, mais on a un module, un jeu d'aventure vu de dessus. On peut avoir un module de vaisseau shoot ou de Pac-Man. Enfin, il y a plusieurs modules différents. Et à chaque fois, on a un certain nombre de scripts et de paramétrages qui sont différents. Donc voilà, il a créé son petit écran avec ses pics. Et si on touche, on meurt. On meurt et on du recommence coup, le jeu. on recommence. Et ça Et va voilà. le faire venir au tout début du coup. Voilà. Ouais. Et après, on peut aussi le traverser. Et ça compte, du coup, vous avez, sur Kubo, il y a combien il y a des niveaux ou c'est juste un seul niveau Non, sur Kubo, il y a un niveau d'aventure, il y a une grande map d'aventure sur lequel il faut retrouver l'entrée des 4 niveaux. Et il y a 4 niveaux un peu cachés sur cette map. Chacun des niveaux sont environ une dizaine ou une douzaine d'écrans qui se terminent tous par un boss différent. D'accord. Une fois qu'il a combattu tous les boss, il a Après, accès. on a accès au château de Carotte avec un méchant. Avec le boss final, où il doit rencontrer le boss final.
Et comment vous indiquez justement que c'est un... Enfin, je pense qu'il y a une manière de découper, justement. Parce que là, on voit les écrans. Comment Oui, vous tout à indiquez que, OK, à partir de cet écran, le niveau, il est terminé? Eh ben, on peut. Alors ça après, il y a plusieurs façons différentes. Soit on utilise des blocs. Alors, on a des blocs qui permettent de télétransporter, ou on a des blocs qui permettent de carrément lancer l'écran de fin du logiciel, enfin du jeu. Voilà, on a plusieurs types de petits blocs comme ça. Et bon, là en l'occurrence dans Cubo 3, c'est plutôt dès qu'on bat le boss, dès qu'on termine le boss de chaque niveau, à ce moment-là, on accède à un objet qu'on peut récupérer. Une fois qu'on a cet objet, après on est télétransporté, on revient vers la carte. D'accord. Donc c'est un... mais là pour Cubo 3, il a fallu qu'on rajoute du code. Donc ça c'est ma partie à moi. Donc moi quand CJ me demande une fonctionnalité qui est pas avec le logiciel nativement, il me le demande. Moi je modifie le code ou je crée des nouveaux scripts que j'intègre ensuite, que je mets à disposition du logiciel. Dans ce cas-là, après, il peut les utiliser dans le logiciel. Il a accès à de nouvelles actions, de nouvelles types de collisions qu'il peut utiliser dans son logiciel, enfin dans le jeu, pour ce qu'il a envie de faire. Donc c'est pour ça que c'est là où moi j'interviens en fait, surtout sur la partie technique, que ce soit pour coder, pour modifier la physique, parce que typiquement dans Cubo 3, on a il a un niveau sous la mer où Cubo doit nager, donc la physique elle est différente. Et ça dans le logiciel ça vient pas avec. Donc il a fallu que je modifie le moteur du jeu pour avoir une nouvelle physique différente pour la partie sous-marine en fait. D'accord, donc tout ça, la partie sous-marine, en fait, c'est le même principe pour le créer, mais par contre, pour les mouvements, j'imagine... Voilà, c'est ça, pour les mouvements, pour les types de collisions, pour la physique, pour tout ça, on a besoin de rajouter du code qui vient pas nativement, et dans ce cas-là, il me demande à moi. Alors ça, c'est pour le cas typique ou particulier de Cubo, mais après, quand c'est des jeux plus en général, on a accès à des forums, à des Discord, des serveurs, qui nous permettent d'échanger des scripts ou des idées, ou des morceaux de code. On peut beaucoup discuter et trouver de l'aide dans la communauté en fait parce que... Et aussi là, je l'ai pas mis parce que je l'avais déjà mis, mais il faut aussi marquer qu'on doit mettre de la gravité dans un écran. Oui, voilà, on peut avoir des écrans avec gravité ou sans gravité. Voilà, c'est des... Peut-être dans l'espace... Pour vue d'en haut ou vue d'en haut ou vue sur le côté. Le mieux c'est de mettre gravité ou pas. Voilà, et tout à l'heure, donc CJ a montré qu'on peut directement en un clic le tester dans l'émulateur, donc ça génère une ROM qu'on peut partager après directement. Et on a également un accessoire qu'on peut connecter en USB, je vais vous montrer ici, qui permet d'avoir le jeu sur cartouche. Donc c'est un accessoire qu'on branche en USB sur l'ordinateur, et on met la cartouche dedans. C'est une cartouche réinscriptible en fait, c'est une cartouche vierge qui vient avec un kit de développement avec le logiciel. Et du coup, avec un autre bouton, on peut directement exporter donc la ROM, le jeu qu'on vient de créer, directement sur la cartouche. D'accord. Et ça nous permet de tester directement sur la console. Et du coup, comme on peut refaire par-dessus, vous pouvez s'il y a un changement, vous dites non là ça va pas du tout, vous pouvez le refaire par-dessus. Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça vous avez fait ça assez souvent pour voir ou on a fait ça quelques fois pour Cubo 3. Pour quelques bugs et aussi des améliorations. Et on a aussi fait ça dans d'autres jeux, je crois. Ça a dû te faire bizarre quand même de jouer sur une console avec le jeu que tu as créé la première fois, non? Oui. Non. Moi je trouve pas vraiment. La première fois, oui. C'était sur Cubo 1. Est-ce que vous êtes un peu critique ou au contraire vous êtes juste super content? Vous êtes ça, je sais que ça m'a posé des difficultés, ou au contraire ça j'ai adoré faire ce passage? Ou vous êtes juste vous appréciez de jouer le jeu comme si vous le découvriez tout de suite? Oui, moi je suis surtout fier effectivement de son travail. Après, je suis toujours un peu critique. Il y a des moments où je suis pas d'accord avec lui sur des choses. C'est vrai. Mais ça après c'est une autre histoire. Voilà, on va garder, on va juste parler de la démo et tout ça. Par rapport à ça, du coup, là on a vu un petit peu la démo. Vous avez du coup les projets pour la suite. Est-ce que vous pensez après vous pensez continuer un petit peu toujours sur les NES ou après peut-être développer sur d'autres consoles? Moi je pense développer sur d'autres consoles aussi, mais faut déjà s'habituer plus, faut déjà réussir plus sur la NES que déjà commencer sur une autre console. Faut d'abord finir quelque chose et après on peut passer à l'autre chose. D'accord, oui. Ouais, c'est ça. En fait, il commence par la NES parce que ça correspond un peu plus à son style. Enfin,
de dessin, je veux dire. Mais après, effectivement, on envisage peut-être de passer à la Super NES ou la Mega Drive, enfin, une autre console. D'accord. Et justement, si vous deviez une dernière question, parce que je pense que là, on arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que vous diriez justement aux personnes qui veulent se lancer dedans, parce que il a fallu aussi que tu commences quelque part. Et si tu devais donner un conseil, vraiment, voilà, moi j'ai envie de me lancer dedans. Imaginons, qu'est-ce que tu me dirais par où je devrais commencer? Bah déjà, j'aimerais bien dire que c'est pas parce qu'on est enfant qu'on peut faire moins de choses que les adultes, et aussi si on commence quelque chose, on essaye de le finir au maximum. Bah je pense que je dirais pas mieux. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Donc on peut le voir ici sur le panneau derrière nous. Vous tapez SG Game ou Delcoupe du coup, qui est votre pseudo. Et voilà, et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur YouTube et sur Twitch, parce que c'est pour montrer votre soutien. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Merci beaucoup. Merci.